Bonjour, une petite vidéo de rappel sur les notions de chimie, ou enfin certaines notions de chimie qui ont déjà été vues en classe de seconde et qui ont été réutilisées en classe de première et qu'il faut absolument maîtriser cette année, et en particulier dans les chapitres de chimie qui nous restent à voir ensemble. Il faut bien comprendre que ces notions-là que je vais rappeler maintenant, qui tournent autour de la quantité de matière, c'est la base en chimie. Et si on ne les comprend pas, si on ne les maîtrise pas, on ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait l'effort les années précédentes de bien comprendre et maîtriser ces notions, il faut absolument le faire maintenant, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Alors ces notions qui tournent autour de la quantité de matière, déjà c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle la quantité de matière? Comme son nom l'indique, c'est la quantité de particules, d'atomes, de molécules, d'ions qu'il y a dans un échantillon que l'on manipule. Alors on imagine bien que les atomes, les ions, les molécules étant extrêmement petites, dans un échantillon à la taille à notre échelle, il y en a des milliards, de milliards, de milliards. En fait, il y en a en ordre de grandeur autour de 10 puissance 23, 10 puissance 24, 10 puissance 25. Et donc, déjà ces nombres-là, on n'arrive pas, on ne peut pas imaginer ce que ça peut représenter, ça n'a pas de sens pour nous. Et autre chose, c'est qu'on n'est jamais amené à manipuler les atomes et les molécules une à une, on les manipule toujours à notre échelle par quantité gigantesque de l'ordre de 10 puissance 23, 10 puissance 24. Donc c'est pour ça que les chimistes et les physiciens ont eu l'idée de regrouper ces entités par paquets, parce que nous, c'est bien ces paquets-là qu'on manipule à notre échelle. Et ces paquets, ils leur ont donné le nom de mol. Et il a été défini de la façon suivante, une mole, pardon, c'est un paquet de 6, 0,2, 10 puissance 23 entités identiques. Alors quelles peuvent être ces entités? Ça peut être des atomes, des ions, des molécules, ça peut être aussi des particules comme des neutrons, des protons. Alors en tout cas, dans une mole, on met des entités identiques. Donc on va parler d'une mole d'ion chlore, d'une mole d'atomes de carbone, d'une mole de molécules d'eau. Voilà, et dans une mole, on ne va pas mélanger les molécules d'eau avec des atomes de carbone. Donc voilà pour ce rappel. Alors bien évidemment, si vous avez un échantillon qui contient 3 moles, ça voudra dire que dans cet échantillon, vous aurez 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Alors, pourquoi ce chiffre de 6,02 10 puissance 23? Alors déjà, ce chiffre, on l'appelle la constante d'Avogadro. Pourquoi on n'a pas choisi un chiffre entier? C'est afin d'avoir des masses molaires qui soient des nombres quasiment entiers. Une masse molaire, c'est quoi? Une masse molaire, c'est la masse d'une mole. Alors, si on parle de mol d'ions ou d'atomes, ces masses molaires, on les trouve facilement dans la classification périodique. Il suffit d'aller regarder le tableau de Mendeleïev, et puis on verra dedans que la masse d'une mole, alors si je prends des atomes ou des ions, par exemple, la masse molaire d'un atome de carbone, c'est 12 grammes. On dit 12 grammes par mol. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une mol pèse 12 grammes. La masse d'un ion chlore, c'est la même chose que la masse d'une mol d'atome de chlore, puisque un ion et un atome, c'est quasiment la même masse. Donc vous trouverez 35,5 grammes par mol. Par contre, si on a affaire à des molécules, alors des molécules sont composées, ou des ions polyatomiques, ces molécules ou ces ions polyatomiques sont composés de plusieurs atomes. Et donc, si vous voulez par exemple avoir la masse molaire de l'eau, donc H2O, vous avez 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène par molécule d'eau. Donc dans une mole d'eau, vous aurez finalement 2 moles d'hydrogène et une mole d'oxygène. Donc la masse molaire de l'eau, c'est 2 fois la masse molaire de l'atome d'hydrogène plus une fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. Vous allez regarder dans la classification périodique, c'est 1 g par mol pour l'hydrogène, 16 pour l'oxygène, et vous en déduisez que la masse molaire de l'eau, c'est 18 g par mol. De même, si j'ai un ion polyatomique, si je veux avoir la masse molaire par exemple des ions nitrates, NO3-, le principe reste le même. Ça va être la masse molaire de l'azote, parce que j'ai un atome d'azote dans les ions nitrates, et 3 fois la masse molaire de l'eau. Et voilà.
Alors, maintenant qu'on a parlé de la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole, et ben, la relation entre la masse d'un échantillon et la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles qui le renferme, elle devient naturelle, hein. Si j'ai un échantillon qui renferme 3 moles, par exemple un verre d'eau qui contient 3 moles d'eau, ben, pour avoir la masse d'eau dans mon verre, je vais faire le nombre de moles qu'il y a dans mon verre fois la masse d'une mole. Donc, exemple, si j'ai 3 moles d'eau, donc la masse d'eau que représente ces 3 moles d'eau, c'est 3 fois la masse d'une mole d'eau, c'est-à-dire 3 fois 18, qui fait 44 grammes. Voilà, alors il faut bien connaître les unités, hein. Ici, la quantité de matière s'exprime en moles. Là, la masse molaire, c'est des grammes par mole. Donc si je multiplie des moles par des grammes par mole, j'ai des masses ici en grammes. Alors, bien évidemment, cette relation, elle peut aussi s'écrire sous cette forme-là, petit n égale petit m sur grand M, qui, sous cette forme, permet de calculer la masse la quantité de matière que renferme un échantillon, si on connaît sa masse. Par exemple, j'ai un morceau de carbone qui pèse 24 grammes. Et ben, pour avoir la quantité de matière qu'il renferme, je fais donc la masse, 24 grammes, que divise la masse molaire du carbone, 12 grammes, et donc j'ai un nombre de moles de 2 moles. Je peux dire que voilà, mon morceau de carbone de 24 grammes, il renferme 2 moles de carbone. Alors quand on a la masse directement de l'échantillon, c'est facile de calculer sa quantité de matière, on vient de le voir sur le calcul précédent, mais dans certaines situations, on n'a pas la masse de l'échantillon. Je pense par exemple quand on manipule un liquide. Par exemple, je prends de l'éthanol. On peut très bien voir dans un protocole la phrase suivante, on prélève 10 ml d'éthanol et on le fait réagir avec telle masse de tel autre produit. Et donc vous allez avoir besoin à un moment dans votre raisonnement de calculer le nombre de moles que représentent ces 10 ml d'éthanol. Et voilà, vous avez juste le volume de liquide que vous manipulez et pas sa masse. Alors comment vous allez vous en sortir? Il y a une relation simple que vous avez vue en classe de seconde qui relie la masse d'un liquide à son volume. Et cette relation fait intervenir la masse volumique. Alors je vous la rappelle ici. La masse volumique, c'est la masse du liquide sur son volume. C'est-à-dire donc que la masse de liquide, c'est égal à sa masse volumique fois son volume. Et donc, on va pouvoir faire le lien entre ces deux relations. Je vais remplacer petit m dans cette relation par son expression que je viens de donner ici. Et ça va me donner que le nombre de moles va être égal à la masse, à la masse volumique du liquide fois son volume que divise la masse molaire. Alors, en termes d'unité, c'est là qu'il faut être rigoureux. En termes d'unité, ici, on sait qu'on aura des moles. Ici, des grammes par mol. Et donc, au numérateur, c'est comme ce qu'il y a écrit là-haut. Au numérateur, le tout là doit être en grammes. Donc, quand je multiplie la masse volumique par le volume, je dois faire en sorte d'avoir des grammes. Alors, pour ça, on va voir deux exemples. On vous donne la masse volumique de l'éthanol en grammes par millilitre. On vous dit, voilà, ça fait 0,78 grammes par millilitre. Et le volume qui a été prélevé, mettons qu'on vous donne 10 millilitres. Et donc, il faut calculer le nombre de moles qu'il y a dans ces 10 millilitres d'éthanol. Donc, on prend la relation ρ fois V sur M. Et ici, je sais que le numérateur doit être en grammes. Je dois être en grammes. Donc, si je prends les valeurs telles quelles, ça va le faire parce que je vais multiplier des grammes par millilitre par des millilitres. Donc, il va me rester, si je fais grammes par millilitre, je fais ici en haut, la gramme sur millilitre fois des millilitres, il me reste bien plus que des grammes, c'est OK. Donc, je fais mon calcul directement, 10 fois 0,78, que divise la masse molaire de l'éthanol, 46, et je trouve mon résultat en mol. En revanche, si dans un deuxième exemple, on vous donne la masse
volumique de l'éthanol, non pas en grammes par millilitre, mais en grammes par litre, on vous donne 780 grammes par litre, et bien pour calculer la quantité de matière, je vois ici que mon volume m'est donné en litres dans la masse volumique, donc le volume de 10 millilitres, il va falloir que je le convertisse en litres, donc je vais faire 780 grammes par litre, que multiplie, non pas 10 millilitres, mais je vais prendre 10 millilitres convertis en litres, c'est-à-dire 0,010 litres. Là, j'ai des grammes par litre que multiplie des litres, il va bien me rester que des grammes, que divise 46, voilà, et je vais obtenir le même résultat que tout à l'heure, bien évidemment. Alors, problème qui peut se poser aussi à vous, dans un énoncé, c'est qu'on ne vous donne pas la masse volumique de votre liquide. Par contre, on va vous donner sa densité. Et je vous rappelle le lien qu'il y a entre densité d'un liquide et masse volumique, c'est le suivant. La densité d'un liquide, c'est le rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Donc les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité, la densité est sans unité. Alors vous, si vous voulez la densité, la masse volumique de votre liquide, vous allez faire sa densité fois la masse volumique de l'eau. Alors, du coup, votre relation qui est écrit en haut, vous pouvez aussi l'écrire sous la forme, je remplace la masse volumique par densité fois masse volumique de l'eau, fois volume, sur masse molaire. Donc là, c'est pareil, il faudra faire en sorte que le numérateur, ici, soit en grammes. Petit exemple, on vous donne la densité, par exemple, de l'éthanol. On vous dit que c'est 0,78. Et donc, on vous prélevez toujours, comme tout à l'heure, le même exemple, 10 ml d'éthanol. Comment vous allez faire pour calculer le nombre de moles? N est égal à, je prends ma relation, D fois masse volumique de l'eau fois V sur masse molaire de l'éthanol. Donc, la densité ici, c'est 0,78. Ça n'a pas d'unité, donc là, je ne me pose pas la question des unités. Fois la masse volumique de l'eau. Alors, la masse volumique de l'eau, on vous la donnera dans l'énoncé aussi. Et parfois, on peut vous la donner, on peut vous dire c'est 1 gramme par millilitre. Ou parfois, on vous dit que c'est 1 kg par litre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la connaître par cœur ou de la rentrer dans votre calculatrice, comme vous voulez. Retenir le chiffre 1 gramme par millilitre. Comme ça, parce qu'aussi on peut vous donner la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Et donc ça serait 1000 grammes par litre. Et on voit que c'est plus la même chose. Là on était à 1 et là on est à 1000, donc 1 gramme par millilitre ou 1000 grammes par litre. Il vaut mieux connaître la masse volumique avec l'unité des grammes par millilitre. 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme. Comme ça, ici, vous notez 1 et vous savez que c'est des grammes par millilitre. Donc forcément, ici, à côté, le volume devrait être rentré en millilitres. Donc le volume, il faudra bien faire attention de noter ici un volume en millilitres. Comme ça, vous faites des grammes par millilitre que multiplie des millilitres. Ça vous donne des grammes, fois un nombre qui n'a pas d'unité, donc vous êtes bien en grammes au numérateur, que divise la masse molaire de l'éthanol, 46, et on va trouver le même résultat que tout à l'heure. Alors, autre situation qui se présentera sûrement à vous, c'est quand vous avez affaire à une espèce qui est dissoute en solution. Par exemple, vous avez à traiter d'une solution de saccharose en solution aqueuse, c'est-à-dire du sucre dissous dans de l'eau. Et du coup, l'information à laquelle vous allez avoir accès, ça va être la concentration de cette solution. Sous-entendu, la concentration molaire d'ailleurs. Ça peut être aussi une concentration massique, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, mais là je suis plutôt sur le terme de concentration molaire. Alors je vous rappelle, la concentration molaire d'une espèce, ça correspond à la quantité de cette espèce qui est dissoute dans 1 litre de solution. Donc cette concentration molaire s'exprime en mol par litre. Exemple, si on vous dit que votre solution de saccharose elle a une concentration molaire de 2 mols par litre, ça veut dire que dans 1 litre de cette solution, dont le solvant est l'eau, vous avez 2 mols de saccharose qui est dissous. Alors, par définition, c'est assez simple, la concentration molaire, c'est la quantité de soluté que divise le volume de solution. Donc la quantité de soluté en mol
et le volume de solution en litres, et ça vous donne une concentration molaire en mol par litre. Alors vous, souvent ce que vous aurez besoin dans les problèmes, c'est plutôt de manipuler la formule sous la forme suivante. N est égal à C fois V. Vous aurez la concentration de la solution, et ça sera à vous de déterminer la quantité de matière en faisant donc le produit C fois V. Alors peut-être un petit exemple. Vous avez une solution qui fait 0,10 mol par litre, et cette solution fait 500 millilitres. Donc 0,10 mol par litre, mettons, de saccharose, dans un volume de 500 millilitres. Pour connaître le nombre de moles, on fait 0,10 fois 500 millilitres, attention qu'on met en litres, donc 0,500. Et donc on va trouver 0,050 moles. Voilà. Alors tout à l'heure, je vais parler de concentration massique. La concentration massique, que je vous rappelle, on la note CM, la concentration massique, alors que la concentration molaire, en général, on la note que C. La concentration massique, c'est le nombre de grammes de soluté dissous par litre de solution. Donc, on la calcule en faisant petit m sur grand V, petit m en grammes, et volume en litres. Et comme ça, on a une concentration massique en grammes par litre. Donc, on peut vous dire, voilà, la concentration de votre solution en saccharose, c'est 10 grammes par litre. Ça veut dire que dans chaque litre de solution, il y a 10 grammes de saccharose de dissous. Alors, bien évidemment, on voit bien qu'il y a un lien, forcément, entre concentration molaire et concentration massique. Ce lien, on peut facilement le démontrer, mais après, ce qu'il faudra, c'est surtout retenir le résultat. Je sais que la masse, donc je sais que la concentration massique, c'est petit m sur grand V. La masse, je sais que c'est petit n fois grand M sur grand V. Et on voit qu'ici apparaît quoi? Apparaît N sur V, c'est-à-dire la concentration molaire. Donc la concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Alors je le renote ici parce que cette petite relation, elle est très très précieuse pour pouvoir passer des grammes par litre au mol par litre, ou inversement, Cm est égal à C fois M. Très facile à retenir, mais vraiment, celle-ci, elle est très très pratique. Petit exemple au passage, vous avez une concentration, pour le saccharose tout à l'heure, on avait la concentration molaire de 0,050 mol par litre. Ça fait quoi en concentration massique? Je fais 0,050 fois la masse molaire du saccharose, 324 grammes par mol, et donc je trouve une concentration massique de 16,2 grammes par litre. Voilà, j'ai fait un petit résumé de toutes les relations qu'on vient de voir ensemble. Je n'ai pas rappelé les unités, elles sont dans les slides précédents. Je vous laisse revenir dessus et faire pause à ce moment-là de la vidéo si vous avez besoin de recopier ces relations. Dernier point qui va être important d'avoir en tête et de savoir maîtriser, c'est les bilans de matière, c'est-à-dire être capable de prévoir l'état final d'une transformation chimique. Autrement dit, être capable de dire pour une transformation chimique quelle quantité de produit vous allez obtenir à la fin et quelle quantité de réactifs il va vous rester. Alors pour ça, on fait des tableaux d'avancement comme vous avez vu en classe de première. Alors là, je vais m'appuyer sur l'exemple d'une équation de réaction. Je vais faire 2 diapositives là-dessus. La première qui vous donne la méthode longue, et la deuxième qui va vous donner une méthode plus rapide pour résoudre ce genre de problème, et ce qui peut être très intéressant quand on va gagner du temps en devoir. Alors d'abord la méthode longue. Alors prenons la réaction entre le diode ici et les ions thiosulfate. Mettons, alors quel état initial dans mon protocole, j'introduis, alors je vais dire n'importe quoi, je prendrai un exemple comme ça, 2 mols de diode, et j'introduis 3 mols de thiosulfate. Voilà, donc ça c'est au départ, les réactifs sont à peine mis en contact, donc la réaction n'a pas commencé, ce qui veut dire que je n'ai pas formé de produit. Donc en termes de produit ici, j'ai 0 mol et 0 mol. Donc j'insiste bien, c'est des mols que j'écris dans le tableau, pas des grammes. Et puis la réaction va commencer, va se dérouler, les réactifs vont réagir ensemble et donc se consommer pour former les produits. Alors la réaction me dit que quand je consomme 1 mol de diode, je consomme 2 fois plus de mol de thiosulfate. Donc si je consomme X mol de diode, il va m'en rester 2 moins X. Et du coup, j'aurais consommé 3 moins 2X
enfin, il me restera voilà, 3 moins 2x mol de thiosulfate, hein, parce que j'aurais consommé, si je consomme x mol de diode, d'après mon équation, hein, si je consomme 1 mol de diode, j'en consomme 2 fois plus de thiosulfate, donc si je consomme x mol ici, j'aurais consommé 2x mol ici, donc il me restera ce que j'avais au départ, 3 moins 2x, et d'après mon équation, quand je consomme 1 mol ici, je forme 1 mol ici et 2 mol ici, donc si j'ai consommé x mol, je vais former x mol ici et 2x mol ici. Donc ici, j'aurais formé x mol et ici 2x. Et donc ce x qu'on appelle l'avancement de la réaction, en fait c'est un curseur. C'est un curseur qui commence à 0 et qui va atteindre une valeur maximale quand la réaction sera terminée. Cette valeur maximale, on l'appelle x max. Donc à l'état final, l'avancement x prend sa valeur maximale. Donc la case ici s'écrit en faisant 2x, 2 moins x max, 3 moins 2x max, x max, et ici 2x max. Donc ce qu'on peut retenir pour remplir ce tableau, c'est que donc la première ligne, on note les quantités qu'on introduit au départ, voilà. Hein. Et alors j'insiste bien aussi sur un point, c'est que les quantités qui sont ici, là que je note ici, n'ont rien à voir avec les chiffres stoichiométriques qu'il y a dans l'équation. Hein. Les chiffres stoichiométriques n'interviennent aucunement dans cette première ligne. Ils n'interviennent qu'à partir de la deuxième ligne, parce que dans la deuxième ligne, ce que l'on fait, c'est que l'on prend la quantité de départ moins le chiffre stoichiométrique, donc ici c'est 1 fois l'avancement, donc 2 moins 1 fois x. Ici je fais la quantité de départ 3 moins le chiffre stoichiométrique fois x. Et ici, je fais directement le chiffre stoichiométrique, donc 1 fois x, et ici 2 fois x. Et la dernière ligne, je remplace x par x max, voilà, c'est assez simple. Bon, maintenant, il faut déterminer ce x max. Que vaut-il? Eh ben, je sais que, par définition que la réaction va s'arrêter quand le réactif limitant sera épuisé. Le réactif limitant, c'est le réactif qui va arriver à 0 ici, à l'état final, en premier. Donc, je vais chercher quel réactif va arriver à 0 en premier. Donc pour ça, je vais regarder, je vais regarder pour quelle valeur de x max. Ici, je vais arriver à 0. Donc je trouve x max égale à 2 mol. Alors x max, hein, ça s'exprime en mol. Et ici, je regarde quand est-ce que j'arrive à 0. Donc 3 moins 2x max égale à 0. Donc je vais trouver x max égale à 3,5, c'est-à-dire 1,5 mol. Donc, je vois que celui qui va arriver à 0 en premier, c'est celui qui donne la valeur de x max la plus petite, donc c'est ce réactif-là. Donc le réactif limitant, ça va être les ions thiosulfate. Donc à l'état final, ici, mon x max va valoir 1,5 mol, et donc mon réactif limitant, les ions thiosulfate, j'en aurai plus du tout. Par contre, ici, le diode, il va m'en rester. Il va m'en rester combien? Parce que j'avais au départ 2 moins ce qui était consommé, c'est-à-dire 1,5. Donc il va m'en rester 0,5. Et j'aurais formé ici 0,5 mol, pardon, 1,5 mol, parce que x max ça vaut 1,5. 1,5 mol d'ion tétracionate. Et ici, les ions iodures, j'en aurais formé 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3 mol. Bon, alors, le tableau d'avancement, c'est pas très long, mais on peut être encore plus rapide et se passer de tracer un tableau en retenant quelques résultats par cœur. Déjà, le réactif limitant. Donc le réactif limitant, comment je peux le déterminer? Ça peut être assez simple. Il suffit de regarder pour chaque réactif, de faire le rapport suivant. Quantité de réactif à l'état initial. Donc pour celui-ci, j'avais introduit dans mon exemple 2 mol. Donc je calcule, je fais 2 sur le chiffre stoichiométrique, donc c'est 1 ici. Je fais pareil pour l'autre. J'avais introduit 3 mol au départ, je divise par son chiffre stoichiométrique, 3,5, donc j'ai deux rapports. Et je regarde lequel est le plus petit. Donc 2 sur 1, ça me donne 2. 3 sur 2, ça donne 1,5. Donc le plus petit, c'est celui-ci. Donc la valeur que j'obtiens ici, c'est x max. X max, et puisque x max m'était donné par le rapport qui vient de cet ion-ci, donc c'est cet ion-ci qui est le réactif limitant, c'est les ions thiosulfate. Voilà, donc mon réactif limitant, je l'ai déterminé en 2 secondes. Quantité des produits que j'obtiens à la fin, c'est simple. Quantité à la fin, ce que je peux retenir, c'est que la quantité de ce produit-là
Alors, la quantité de ce produit-là, à la fin, ça va être son chiffre stoichiométrique fois Xmax. Donc Xmax, c'est 1,5. Le chiffre stoichiométrique ici, c'est 1. Donc la quantité finale de S4 au 6 de moins, c'est son chiffre stoichiométrique, c'est-à-dire 1 fois Xmax. Donc Xmax, c'est 1,5. Donc je trouve 1,5 mol. Et la quantité finale pour l'autre réactif, donc l'autre produit, pardon, I-, pareil, c'est son chiffre stoichiométrique. Donc ici, c'est 2, le chiffre stoichiométrique. Et donc, la quantité finale, c'est 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3 mol. Et voilà, on a fait le tour des notions qu'il faut avoir en tête pour bien performer en chimie en terminale.